Écoute, le fond derrière toi est très intéressant. Ça fait mal aux yeux un peu. Dans tous C'est- les cas, ça m'interpelle. En fait, on est dans mon bureau, c'est là que je travaille, c'est là que j'écris. Et j'ai fait venir un artiste de street art, un tagueur, qui a tagué tout mon bureau. Je vais vous montrer. Voilà, ça bouge un peu. Et là, il y a, on voit, je sais pas, c'est Dark Vador Waouh, ouais. avec des tags et des tatouages. Voilà, donc tout le mur est tagué comme ça, jusqu'au bout. Du sol au plafond. Super. C'est bien que c'est derrière, du coup, ça ne te déconcentre pas, hein. Ah, mais il y a devant aussi. Ah, ah bah, couleur rouge, là, du coup, ça te met en action. Ouais, j'adore, j'adore. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Insaga Interview France. Moi, je suis Inna Bayé et aujourd'hui, je vais parler avec Alexis Lipsker, auteur de Et avec votre esprit. Bonjour Alexis, Bonjour Ina, bonjour à tous. et merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, merci de me recevoir. Alors, ma première question, dis-moi, qu'est-ce qui était le premier? La dernière phrase du livre, que le Dieu soit avec vous, ou le titre est avec votre esprit? Le titre. Le titre m'est venu à peu près au milieu de la rédaction. J'avais pas de titre, même pas de titre de travail, je savais pas du tout comment ça allait s'appeler. Et j'ai eu l'idée d'appeler ça Et avec votre esprit. Et c'est vraiment à la à la toute fin, que je me suis dit qu'on allait terminer avec une phrase miroir vers le titre. Parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée et j'ai de bons retours, ça a pas mal plu. Ah bah, absolument. Alors, en lisant le livre, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. La Ah, première chose, donc c'est le deuxième chapitre. et déjà c'est bien que ça t'interpelle, ça te laisse pas indifférente. Il n'y a rien de Ah pire que, bah, il y a rien de pire ça, que de lire et de ne pas avoir d'impression, de sentiment. non mais indifférente, c'est rien dire, j'ai adoré, hein. Ouais, tant mieux, tant mieux. Donc, deuxième chapitre, on parle d'une ville russe, Volgograd. Pourquoi? Oui. Parce que c'était pour imager un petit peu le fait que c'était pas du tout sexy l'endroit où il se trouvait. Volgograd, j'y suis jamais allé, mais j'ai été à Saint-Pétersbourg. C'est quand même typiquement la ville en France dont on imagine qu'elle est pas sexy. C'est des bars, c'est des grands immeubles, ce qu'on appelle en France des HLM, etc. Alors je me suis documenté, j'ai quand même regardé des photos. C'est vrai que les faubourgs de Volgograd, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est pas du tout un pied de nez à la culture russe parce que j'ai rien contre, au contraire. Mais bon, voilà, c'était pour imager. Et je pense que les Français comprennent ce que je voulais dire en disant ça. Va à voir. Comment les Russes et Ukrainiens voient Volgograd alors? Est-ce que je me suis trompé? Bah absolument, mais après tu peux prendre, tu sais, n'importe quelle ville russe, ukrainienne, biélorusse, et en fait c'est toujours la même image. Il y a beaucoup, beaucoup de grands bars, sauf que c'est pas du tout la même perception et la même image qu'en France. Hmm. Parce que tout le monde habitait dans les grands bars. Ah Donc, oui, du coup, ouais, ça craint pas, dans tous les cas, autant. ouais. Écoute, et si on continue, bah donc, dans la même direction, dans le chapitre 22, Oh. on parle de la capitale ukrainienne, Kiev. Et du coup, ma question, qu'est-ce que, qu'est-ce que Lévin et Bastine ont fait à Kiev? Si on parle de Kiev dans le chapitre 20, Bah oui, je ne me souviens plus. Attends, là, tu me prends de court. Kiev? ah oui. Ils ont été faire une conférence, non, c'est pas ça? Ils se sont croisés à Ah, ils Kiev. se sont croisés à Kiev, voilà, c'est Ah ça. oui, bah voilà, Euh, mais moi, je veux Ils se sont savoir croisés, bah, plus. il y a beaucoup de conférences. Pour tout ce qui relève de ce que je ne connais pas directement, je vais me documenter. Donc j'ai regardé où se tenaient les grands colloques scientifiques internationaux. Donc, il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup en Russie, il y en a pas mal en Ukraine. Donc voilà, j'ai pris une ville qui me plaisait, qui sonnait bien, quoi. Kiev, ça fait sérieux, ça fait scientifique, voilà, ça collait, je trouvais. Bon, bah, parfait, hein, ça me tient au cœur, hein. Mais c'est vrai, c'est quand même Ah une oui, ville qui est très active sur le plan ah oui. scientifique. Ah oui. Écoute, et dans tout, tu es quand même très précis
dans la description des endroits, même dans l'interview à la radio IDFM Radio Égan, tu as dit que tu t'es rendu à Lyon pour vérifier les distances, le temps qu'il faut pour aller d'un endroit à l'autre. Est-ce vraiment important pour toi et pourquoi? Oui, parce que je raconte une fiction. Je raconte une histoire avec des personnages qui n'existent pas, une histoire qui n'existe pas, que j'invente complètement de toutes pièces. Donc c'est important pour moi que tout ce qui est réaliste, tout ce qui est réel soit réaliste. Que je réduise le plus possible ce qui relève de la fiction, de façon à ce que le lecteur se dise c'est tellement bien documenté, c'est tellement précis, que ce qui va me raconter, j'y crois. Voilà. J'ai envie d'être crédible, j'ai pas envie que le lecteur à un moment tombe de sa chaise en se disant non, ça c'est pas possible, c'est pas comme ça, j'y suis allé, voilà. Je veux que les gens aient l'impression que c'est presque un documentaire, que c'est voilà, que c'est précis, qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est pareil, j'ai contrôlé le timing, jour, nuit, etc., pour que il n'y ait pas d'un seul coup, c'est la nuit, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Faut que tout soit cohérent, encore une fois. Et est-ce que dans ce cas précis, tu as inspiré peut-être par d'autres auteurs? Parce que par exemple, Georges Simenon, il est très très précis dans les descriptions. Alexandre Dumas, pareil, hein. Ouais. Non, moi je suis un peu moins descriptif que ces deux-là, qui sont, pour le coup, qui décrivent beaucoup. Moi, je ne veux pas me perdre non plus en description. Mon maître mot, c'est l'action, le suspense, et je veux pas perdre le lecteur. Il y a des gens, j'en fais partie, qui sont pas passionnés par des pages et des pages de description. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, il y a des auteurs qui font ça très bien, ceux que tu as cités, beaucoup d'autres. Moi, je privilégie plus le jeu des personnages, encore une fois, le suspense, les énigmes. J'ai envie de solliciter l'intelligence, la sagacité du lecteur, plus que son imagination sur la largeur du trottoir ou si les arbres sont fleuris ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne le fais pas trop. En revanche, c'est quand même un peu nécessaire d'expliquer où il se trouve, à quoi ça ressemble, un minimum. Donc là, oui, sur ces descriptions-là, par contre, il ne faut pas que je passe à côté, il faut que ça existe vraiment. Donc le commissariat de Lyon, il existe, il est comme ça. Je ne suis pas rentré à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit, hein. Je n'ai pas vu les bureaux et choses comme ça, je n'ai pas été jusqu'à me faire arrêter. Néanmoins, je sais que le commissariat d'Aix-en-Provence, il est complètement comme ça, j'ai les plans. Et ce qui est amusant, c'est que la morgue de Strasbourg, au tout début, elle est non seulement exactement comme ça, mais je suis tombé sur une vidéo cachée, un reportage de France 3 de là-bas, où ils expliquent les levées de corps, les autopsies. Donc tout est rigoureusement comme la réalité. Et c'est pourquoi on parle de la France 3. Oui, 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 aussi. Ouais. Et qui habite le boulevard d'Andilly à Montmorency? Personne. Personne. Il y a un boulevard d'Andilly, l'adresse n'est pas bonne, l'adresse ne correspond à rien, parce que là, je ne voulais pas gêner quelqu'un. Donc c'est une adresse imaginaire. Bon. Ouais. Et alors, bon, tu as prédit ma question parce que je voulais demander où se trouve la péniche de Simon, mais bon, tu l'as déjà dit. À la péniche de Simon, ouais, elle se trouve à côté du pont de Saint-Cloud à Boulogne. C'est la péniche que j'ai habitée pendant 9 ans, où j'ai eu mon fils et ma fille d'ailleurs. J'ai eu mes deux enfants là-bas. Et bon, voilà, c'était un clin d'œil. Je me suis dit que ça serait sympa que le héros habite une péniche. C'est un petit clin d'œil, mais bon, voilà, c'est pas essentiel pour l'histoire. Il est un peu autobiographique, le roman. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, 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 vraiment pas. Je sais que je laisse un peu de moi avec ce personnage de Simon Verne qui joue au poker comme moi, qui réfléchit en pourcentage, je ne sais pas si on va en parler, mais un peu comme moi, qui habite une péniche, mais bon, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il est flic, il est plus jeune que moi, il réfléchit quand même différemment de moi. Donc non, c'est pas du tout, je me suis pas du tout projeté, simplement il m'emprunte quelques petites choses. D'accord. Et donc, en parlant maintenant de la psychologie, je sais que tu as consulté la psychologue Ouais. et je pense que toi, tu dois t'y connaître bien en psychologie. Oui, mais je m'y connais en psychologie dans des circonstances un peu particulières qui sont celles de la compétition, de la confrontation avec un enjeu financier, où tu peux mettre une pression sur des interlocuteurs. Et la psychologie à une table de poker, elle est très particulière.
Là, je voulais l'avis d'une vraie professionnelle, qui est en l'occurrence thérapeute également, sur, sur de la psychologie qui n'est pas liée au poker. Il y a un chapitre qui est consacré à une étude, à un profil psychologique du tueur potentiel. Et ça, je voulais pas me tromper. Encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux pas partir dans des délires et puis que quelqu'un qui s'y connaît en psychologie me dise un peu léger, le père Lepsker là-dessus. Voilà. Donc je voulais le faire valider par quelqu'un qui est vraiment professionnel de ce métier et qui peut me dire ça oui, ça non, ça faut préciser, etc. C'est ce qu'elle a fait. Et je pense qu'en psychologie, tu dois t'en servir dans ton travail. Par exemple, même étant ménagère, tu dois quand même Ouais, ouais, ouais. utiliser des... Et puis ça se travaille, hein, comme tout. Ouais, Ouais. bah, j'imagine. Et je pense que tu as dû t'approfondir beaucoup en écrivant ton livre sur le poker. Oui, surtout, j'ai écrit un de mes ouvrages qui est vraiment basé là-dessus, sur l'observation. Ça s'appelle Poker Face. Et c'est très axé sur, bah, j'en parle beaucoup pendant le roman, mais l'observation, l'analyse, savoir à qui on a affaire, comment va se comporter cette personne dans certaines situations d'après ce que je sais d'elle, c'est vraiment passionnant. Et ça, par contre, c'est intéressant de le voir dans la vie et pas juste à une table de poker. Moi, je suis parti du poker, évidemment, Oui. mais quand on élargit, c'est assez drôle de voir comment la façon de s'habiller d'une personne va révéler ce qu'elle peut penser et comment elle peut se comporter dans certaines situations. Alors, a priori, c'est pas lié, mais en fait, souvent, on en apprend beaucoup comme ça. Et tu t'en sers beaucoup dans ta vie? Pas beaucoup parce que j'essaie de désactiver ce mode-là. Si je te parle à toi, je te vois parce que je t'apprécie, je te connais. Je vais pas me dire, elle a mis des rouges à lèvres, du rouge à lèvres, elle s'est maquillée un petit peu plus. Ce qui veut donc dire que cette vidéo a de l'importance pour elle. Elle y est attachée alors qu'elle a autre chose à faire. Elle est en plein confinement, elle a mis des boucles d'oreilles, elle a plusieurs enfants, donc elle a vraiment complètement autre chose à faire que de se maquiller. Si elle l'a fait, c'est parce que c'est important pour elle. Donc elle va essayer d'assurer la promotion de sa vidéo par tous les moyens une fois qu'elle sera faite. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est assez basique. Mais en fait, on peut aller très loin. Ah oui, j'imagine. Et donc, et en parlant des joueurs de poker, est-ce que tous les joueurs de poker réfléchissent de telle façon, comme c'est décrit dans Non, le roman, la probabilité? non, tous les joueurs de poker réfléchissent pas de cette façon-là. Il y a que ceux qui gagnent qui voient un peu plus largement. La plupart des joueurs de poker, c'est pas du tout méprisant, ils jouent pour s'amuser, ils jouent pour se détendre. Donc, ils jouent avec des cartes. Quand on a une approche plus sérieuse, qu'on veut gagner sa vie, il faut trouver des avantages sur ces gens-là. Et la psychologie joue énormément. Et j'en parle beaucoup dans le livre dont je te parle, qui s'appelle Poker Face. J'en parle un Oui. petit peu dans le roman. Mais savoir qui t'as affaire, à qui t'as affaire, le rapport que les gens ont avec l'argent, ça c'est fondamental. Il y a un petit clin d'œil avec, au tout début du bouquin, Simon Verne, dans une partie de poker, il affronte quelqu'un qui a une Rolex, qui a des lunettes en or, je ne sais plus exactement, une chemise de marque. Ça, c'est la réalité. C'est quand on est face à ce type de personnes, on doit en tirer des conclusions. Si on se dit, bah, c'est juste un joueur comme un autre, on a faux, on passe à côté de l'information. Et ce que je traite dans le roman, c'est qu'en fait, quelqu'un qui va jouer un tournoi à 300 euros, ça veut rien dire. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pas beaucoup d'argent? On a tous un rapport différent avec 300 euros. J'ai la chance de bien gagner ma vie. Moi, un tournoi à 300 euros, je m'en fous un peu. Si je suis éliminé, ça ne va pas me changer ma vie. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup d'argent, 300 euros. Donc, ils ne vont pas jouer de la même façon. À compétence égale, le rapport à l'argent va changer la façon de jouer. Donc, si on en tient compte, ben, on exploite mieux ses adversaires. Et c'est en ça que Simon Verne est fort, c'est il arrive à transposer tout ce qu'il a appris du poker dans la vie. Et toi, tu as mentionné tout à l'heure que tu réfléchis aussi un peu comme ça, en Oui, alors probabilité. je vais te faire une confidence, c'est que j'ai créé le personnage de Simon Verne en me disant ça serait drôle qu'il réfléchisse comme un joueur de poker en Mhm, probabilité et tout, parce que c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit, mhm, et que il analyse également dans la vie, il utilise les pourcentages dans mhm. la vie et tout. Et j'en suis arrivé peut-être aux deux tiers du bouquin et je commence à réfléchir et tout à des trucs, la probabilité d'être édité et tout. Et je me dis attends, mais en fait c'est moi. Mais c'est vrai que je Je me dis réfléchis qu'en qu'il y a quelque probabilité. chose. Je réfléchis qu'en probabilité, moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est. Alors, pas à ce point-là,
mais je réfléchis, j'ai une réflexion très analytique avec des probabilités et tout, donc il m'a emprunté ça aussi. Voilà. Mm. Est-ce que c'est possible pour ces joueurs et pour toi de se déconnecter ou ça reste toujours ce genre de Je réflexion? pense que tu sais, c'est un peu c'est peut-être un peu l'inverse. C'est que c'est pas le poker qui déteint sur toi, c'est peut-être toi qui es fait pour ça, qui a un esprit qui est un petit peu façonné de cette façon-là. Mhm. Ce qui fait que quand tu as une table de poker, bah, tu es à l'aise parce que ton esprit est fait pour. Et du coup, tu peux pas débrancher comme tu débranches ta télé ou c'est pas comme ça. C'est que tu es fait de cette façon-là. Ça marche à une table de poker, mais ça marche aussi dans la vie. C'est une façon dont le cerveau est structuré, je pense. Il dit, est-ce que le joueur de poker peut vraiment s'arrêter un jour ou c'est pas possible? Oui, si, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Il y en a beaucoup. C'est pas du tout excessif, hein, c'est pas du tout caricatural. Moi, j'ai deux joueurs en tête, dont un qui m'a un peu inspiré pour créer le personnage de Simon Verne. C'est un joueur qui est un petit jeune, très brillant, qui a arrêté du jour au lendemain et qui a monté un food truck. Il y a un autre joueur, je crois qu'il est danois, qui s'appelle Peter Eastgate. Brillant, brillant, il a tout gagné. Et du jour au lendemain, il a dit j'arrête, ça m'intéresse plus. Il a même revendu son bracelet, tu sais, c'est les bracelets de champion du monde de poker. C'est Mhm. quelque chose de très, très prisé. Il a dit c'est un trophée, je m'en fous. Il l'a vendu pour une œuvre caritative, je crois. Donc même ça, même le côté compétition et prestige, ça ne l'intéressait plus. Donc on peut s'arrêter, oui, du jour au lendemain, bien sûr. Et dis-moi, s'il te plaît, est-ce que c'est possible d'être un joueur professionnel de poker sans devenir addictif ou sans avoir des troubles psychiques? Oui, sans avoir de troubles psychiques, absolument, parce que c'est une activité comme une autre. C'est une activité à laquelle tu t'adonnes de façon intensive, et c'est là qu'on peut confondre avec le jeu excessif, et c'est là qu'il faut être très vigilant, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est très surestimé. Quand on parle de poker, généralement, on imagine que on est forcément tombé dedans, on va devenir accro. C'est pas quand même aussi risqué que ça. Il y a très peu de gens qui, heureusement d'ailleurs, deviennent accros au poker. La plupart des gens, ils jouent et puis s'arrêtent quand ils veulent. Mais quand on veut devenir pro, maintenant, il y a un très bon niveau, donc il faut travailler. C'est un travail. Il faut s'entraîner énormément, il faut se remettre en question, et ça passe évidemment par beaucoup de volume de jeu, notamment sur Internet, où il faut jouer, je pense, pratiquement tous les jours, en tout cas vraiment très très régulièrement, remettre en question son jeu, travailler l'historique de ses mains pour voir si on a bien joué ou pas, prendre du recul sur son jeu. Donc tout ça, ça demande beaucoup beaucoup d'efforts. Il n'y a pas juste du talent, je suis bon, je suis pas bon au poker. C'est fini cette période-là. Maintenant, il faut vraiment beaucoup de travail, du coup, du temps, y consacrer du Donc, temps. on peut devenir addict. Ben, on peut devenir addict, ouais, mais je pense, comme j'ai dit, que c'est un peu surestimé. Il n'y a pas tant de problèmes d'addiction que ça dans le poker, hein, et je pense il y a des pathologies beaucoup plus importantes dans des domaines qu'on soupçonne pas trop. Les jeux de grattage, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des vraies addictions, des vrais problèmes financiers aussi. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai. Donc, pour écrire le roman, tu as consulté aussi des policiers. Et est-ce que les joueurs de poker peuvent être vraiment utiles à la police pour mener des enquêtes? Je pense pas quand même. Je pense que c'est pas lié. Je pense que c'est pas lié. Simon Verne, il a cette façon de penser. Mhm. Il le dit à un moment, il dit, si je réfléchissais autrement, j'y arriverais quand même. Et quelqu'un d'autre y arriverait peut-être avec d'autres moyens. C'est juste une façon de réfléchir. Mais on n'est pas meilleur parce qu'on joue au poker, on n'est pas plus fort pour résoudre des énigmes, etc. C'est juste qu'on va résoudre les énigmes d'une certaine façon qui, dans certains cas, va faciliter les choses. Mais dans d'autres, ça va peut-être poser un problème. Donc, c'est une démarche qui est différente, qui est originale, qui j'espère va intéresser le lecteur, va l'introduire au monde du poker et tout, sans qu'on en parle vraiment, parce que c'est pas du tout un bouquin de poker. Mais non, non, je ne pense pas que le joueur de poker puisse résoudre une énigme policière plus facilement que les policiers. Non, non. Heureusement. Et pourquoi tu as choisi ce genre pour ton premier livre?
Parce que c'est ce que je lis déjà. Je lis beaucoup de romans policiers, donc ça aide. Parce que j'ai eu cette idée-là, une idée vraiment intéressante et forte, j'espère. Et puis parce que je me vois pas raconter ma vie, ou des romans d'amour, des choses comme ça me touche moins, ça me concerne moins. Donc voilà, j'aime bien les polars. Et dans ton interview à la radio du poker, tu as dit qu'avec ce livre-là, tu aimerais bien faire lire les gens qui n'ont plus l'habitude de le faire. Et est-ce que tu peux développer un tout petit peu cette idée? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont un peu abandonné la lecture ou qui lisent vraiment très peu. Euh, Parfois pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont été déçus de plusieurs lectures consécutives. Et quand tu tapes trois quatre bouquins que tu n'aimes pas, c'est vrai que c'est dur d'en attaquer un cinquième, quoi. Et je me suis dit, ces gens-là, je peux essayer de les raccrocher. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas lire du tout. Et je peux essayer de les raccrocher. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vas sur les réseaux sociaux, les gens parlent de Netflix, de choses comme ça. Et je me suis dit, ça serait drôle que j'arrive à créer ce même rythme qu'on a dans les séries dans un bouquin. Et c'est ce que j'ai essayé de créer. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, les chapitres sont très courts. À chaque fin de chapitre, tu peux en témoigner. On a envie de savoir ce qui se passe dans le suivant. Et pratiquement dans le suivant, on n'a pas ce qu'on attendait. Donc on est tout le temps pris à contre-pied et c'est ça qui, je pense, est le moteur d'un bon bouquin qu'on n'a pas envie de lâcher. Avec en plus, un fil conducteur, c'est quand même une histoire qui est intéressante, une vraie énigme. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la fin? Parce que c'est impossible à deviner. Et puis à la fin, paf, on est encore pris à contre-pied et on se dit, ah waouh, n'y attendez pas. Donc voilà, c'est un peu tous les ingrédients qui font que les gens qui n'aiment pas lire peuvent se dire, bon, je vais essayer au moins celui-là, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est très ambitieux, hein, et c'est que les gens qui lisent trois bouquins par an, bah, je voulais être dans les trois, être Ah, dans ces trois-là, tu vois. c'est bien, hein. Hmm. Tu t'es éclaté en écrivant ce livre? Ouais, j'ai pris énormément de plaisir à écrire, ce que je pensais pas, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pris énormément de plaisir à écrire, et ce qui est drôle, c'est que je suis mon premier lecteur, donc il fallait que ça me plaise à moi. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je lisais, je découvrais mes chapitres comme si je les avais pas écrits, quoi. Donc j'ai vraiment un rôle d'écrivain et puis de lecteur derrière. C'est assez étonnant, c'est une sensation que je connaissais pas. Et je trouve que c'est assez franc, hein, c'est ce que tu Ouais. dis. Et comment tu t'es senti quand tu l'as terminé? Bah, j'étais content de moi, mais le plus dur commençait parce qu'il fallait que je trouve un éditeur, que c'est extrêmement difficile. Donc j'étais dans une période un peu ambiguë où j'étais content de mon travail et en même temps je me disais, voilà, c'est juste un livre que j'ai écrit pour moi. J'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Et il y avait un Et gros point comment, d'interrogation. et comment tu t'es senti quand tu as appris qu'il serait édité? Ah bah c'est un soulagement incroyable, c'est une sensation. Je sais pas si tu imagines que c'est un bouquin que que j'ai travaillé pendant longtemps, que j'ai mis très peu de temps à écrire, mais sur l'ensemble, après la partie de réflexion, préparation et puis la relecture, ça a duré des mois et des mois. Moi, j'étais content de moi, encore une fois, mais je ne savais pas du tout ce que ça valait. Et puis, tu as quelqu'un d'un seul coup qui est éditeur, une maison d'édition très connue, hein, on parle de Michel Lafon, et qui me dit, Monsieur Lebsker, ce que vous faites, ça vaut quelque chose, on va vous signer. Waouh! On va mettre en place tout un dispositif, il y a des gens qui vont vous relire, qui vont vous parler aux médias, aux blogs, etc., qui vont s'occuper de vous, parce que ce que vous avez fait, c'est bien. C'est complètement fou. C'est extraordinaire, hein? Ouais. Et comment tu te sens maintenant? Bah, maintenant, je me sens bien. Je suis un peu frustré par le confinement parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai pu vendre. Donc, ça fausse un peu la donne. Mais non, je suis content, je suis bien. Je suis bien. Il faut que ça marche maintenant. Bah oui, ah ouais, j'espère. Et comment tu as écrit ce livre? Est-ce que, est-ce que d'abord tu réfléchissais, tu prenais des notes, ou le texte sortait tout seul d'une façon, des Un temps où peu il des fallait deux. faire des pauses? Un peu des deux. Je prenais des notes quand j'avais une idée.
Je me disais, tiens, ça serait peut-être pas mal. Je revenais sur l'idée, des fois je l'écartais parce que je me disais, non, c'est complètement idiot. Et puis des fois, je me disais, ouais, pourquoi pas, on pourrait essayer de travailler dans cette direction. En revanche, sur la façon d'écrire, ça me venait spontanément. J'ai beaucoup improvisé mon écriture, sur le fond et sur la forme. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement improvisées. Il y a une poursuite, je ne vais pas trop spoiler parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Mais il y a une poursuite au début. C'était pas prévu. C'était pas du tout prévu qu'il soit suivi. Je me suis dit, tiens, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et en l'occurrence, bon, ça le fait bien, donc j'ai gardé l'idée. Mais il y a pas mal d'improvisation. Ce qui est très marrant dans ta question, c'est que il faut que je voie la scène. À partir du moment où je visualise ce qui va se passer, alors là, j'ai vraiment envie d'écrire. Il faut que j'écrive. C'est vraiment un besoin. Il faut que ça sorte, tu vois. Mais la priorité, c'est que je vois un peu les personnages, comment ils se déplacent. Canel Pourson à son bureau, la tête dans les mains et tout. Et quand je vois tout ça et que je sais ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire, alors là, il faut que j'écrive. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de revenir en arrière, de refaire les scènes ou les personnages, revoir ce qui était fait avant? Alors, revenir en arrière tout le temps, t'es obligé. Par contre, refaire les scènes assez rarement, pas trop. J'ai coupé des trucs, il y a des dialogues qui n'étaient pas super, que j'ai coupés. Il y a des descriptions que j'ai coupées. Bon, il y a eu des changements entre la version initiale et la version qui a été publiée. Il y a pas mal de changements, mais non, je suis généralement assez. Je sais pas, je suis assez content de ce que j'arrive à faire. Je bricole plus ce que j'ai fait que j'efface tout, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être le premier chapitre. Le premier chapitre, je l'ai beaucoup retravaillé parce que tu sais, c'est important parce que c'est le seul chapitre qu'un éditeur lit quand tu t'envoies ton manuscrit. Ah oui. Ouais, ils vont pas lire 300 pages, hein, 400 pages. Donc je me suis dit, il faut que je fasse bonne impression et j'avais du mal à impacter le lecteur dès les premières pages. Donc je m'y suis remis à plusieurs fois. Mais c'est tout. Et dis, c'est quoi les livres ou les auteurs qui t'ont marqué? Dans ce genre-là, Non, en général, dans oh, ta vie. dans ma vie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu une période. Je lis moins maintenant. Alors là, je m'y remets du coup. Mais je lis moins maintenant, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu. Donc, j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup de bouquins. Les classiques, je suis un grand fan de Malraux. Donc, ça n'a évidemment aucun rapport, mais je suis admiratif dans le style du bonhomme. Gide, Camus, Alexandre Dumas, que tu as cité tout à l'heure. Il y a plein de gens qui me fascinent. Dans le milieu après, ce qui m'a façonné et ce qui m'a peut-être guidé vers le polar et le noir, la littérature noire. Stephen King, que j'ai lu quand j'étais ado, j'ai lu pratiquement tout Stephen King. Graham Masterton, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Patrick Cauvin, j'aimais bien, l'auteur français qui faisait de la comédie, mais beaucoup de thriller, enfin avec un ton très décalé, qui m'a, je pense, pas mal influencé. Écriture assez simple, mais très efficace. Philippe Cadic, évidemment. Dan Simmons, plus récemment Henri Levenbruch, qui est un ami que tu connais, enfin que Thomas connaît. Il y a plein. C'est dur, c'est une question dure, une question très large. Olivier Norek chez Michel Lafon. Et les personnes qui t'ont influencé dans la vie, qui t'ont formé, c'est qui? Mon père, beaucoup. Mon père, beaucoup. Mon père m'a dit, il faut jamais rien refuser. Tu sais pas faire, tu te débrouilleras. Ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est un sacré moteur. Wow. Il m'a dit, ouais, il m'a donné ce genre de conseils un peu volontaire, quoi. Mais oui, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, je pense. Qui m'a le plus poussé à réussir. Bien, hein. Mm. Oui. Écoute, à la fin de ton livre, tu remercies plusieurs personnes, et Ouais. notamment tes amis, Mm. comme Henri Levenbruch, Mm. Sébastien Barr, Olivier Rouet. Mm. Et il y a aussi, qui sont tous du milieu littéraire. Il y Mm. a aussi d'autres amis de ce milieu comme Fabrice Maza et Alain Névan. Ouais. Quand vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a rapproché? Alors, on s'est rencontrés au lycée, en seconde. Henri Levenbruch un peu plus tard, une année plus tard.
Et ce qui nous a rapprochés, c'est la musique. On était au lycée, dans un lycée catholique un peu strict, voilà, et nous, on écoutait du heavy metal. Donc ça détonnait un petit peu là-bas, mais voilà, on était un petit groupe et puis on avait un humour un peu décalé, une culture un peu, une sorte de contre-culture qui nous était chère. On savait pas trop ce que c'était, mais on était branché jeux de rôle, on était branché films d'horreur, bouquins un peu bizarres aussi, et puis métal. Donc c'était pas très généraliste, tout ça, c'était quand même assez particulier. Et ça nous réunissait, donc on parlait de ça, on allait au concert, on voyait les films ensemble, etc. Et puis ça a duré, et c'est marrant parce que c'est une amitié qui remonte à 1986, Wow. et on se voit toujours. Écoute, tu sais, Sébastien Bard, dans son interview, m'a dit que c'était les dessins du t-shirt qui vous ont marqué et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu te souviens ce qui était sur ton t-shirt à toi? Non, alors c'est pas vrai, il se trompe probablement avec Olivier Rouet et peut-être Henri, et un autre ami qu'on n'a pas cité qui s'appelle Arnaud, qui avait des t-shirts de métal. Mais moi, j'en ai jamais eu parce que mes parents voulaient pas que j'ai ce genre de t-shirt. Ah, Fabrice, je l'ai pas vu avec beaucoup de Fabrice Mazas, je l'ai pas vu avec beaucoup de t-shirts de métal. Et donc, c'est plus dans les discussions. Mais en l'occurrence, avec Sébastien Baer, on a été amis très vite puisque le premier jour, on était côte à côte en classe. Et le premier jour, il commençait déjà à me dire des conneries qui me faisaient hurler de rire. Donc je me suis dit, bon, bah, l'année part mal, quoi. Donc, je savais qu'avec ce gars-là, au moins, on passerait du bon temps, quoi. Et puis après, on a parlé musique et c'était parti, quoi. Mm. écoute, et comment vous vous êtes influencé littérairement? Comment, Comment littéralement? vous êtes influencé par rapport à la littérature? Bah, à partir du moment où on avait des points communs, on devait s'influencer mutuellement. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment influencé sur le plan littéraire. Sur le plan du cinéma, probablement. De la musique, ça c'est une certitude. Moi j'ai découvert beaucoup de groupes et d'artistes grâce à Sébastien Bard et Olivier Rouet. Euh, mais au niveau littérature, je sais pas si on s'est passé trop de bouquins. Par exemple, tu vois, ils m'ont tous dit à l'époque, le Seigneur des Anneaux, c'est génial, faut que tu le lises, faut que tu le lises. J'ai fini par le lire, moi j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça chiantissime, quoi. Ça chante tout le temps, c'est interminable, le scénario est tout bidon. Quand on fait des jeux de rôle, on a des scénarios beaucoup plus poussés que ça. Donc j'étais très déçu, alors qu'eux, ils ont adoré. Bon, c'est de ma faute, hein, je suis passé à côté, mais je sais pas si on s'est trop influencé. Peut-être les autres entre eux, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il m'ait énormément influencé. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Henri aurait pu m'influencer parce qu'il est juste après, juste après Saint-Michel, la fac et tout, il aurait pu m'influencer, et on s'est un peu perdu de vue. Alors que lui, il devenait vraiment, il s'enfonçait, j'allais dire, dans la littérature. Pareil avec Alain Névan. Et tu as mentionné les jeux de rôle. Quel Hmm. jeu de rôle vous avez fait? Oh, on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs. Énormément de Donjons et Dragons, où Thomas participait, énormément dirigé masterisé par Sébastien. Énormément de Donjons et Dragons. Je fais un peu de vampire, un peu de loup-garou, beaucoup de Cthulhu aussi, cyberpunk, rêve de dragon. On a fait un ou deux paranoïa. J'en oublie, on a fait des trucs. Comment ça s'appelle? Oui, cyberpunk, je l'ai dit. Voilà. Et puis on en inventait. On inventait bon, pas trop des systèmes de jeu parce que c'était pas trop notre truc, mais on inventait des mondes, des D'accord. univers, des personnages et tout. Ouais. Et j'ai passé des heures, hein. Ah, Et j'y joue encore. alors, bah, est-ce que tu penses à écrire d'autres livres? Oui. Peut-être il y aura des racines, des jeux de rôle que vous allez nous inventer Alors, ce qui est dedans. drôle, ce qui est marrant, tu me parles des jeux de rôle, parce qu'il y a un clin d'œil, il y a quand même un clin d'œil aux jeux de rôle dans Et avec votre esprit, où il y a le mot Ravenloft à un moment, je ne sais pas si tu te souviens. Et ben Ravenloft, c'est un jeu de rôle auquel j'ai beaucoup joué. C'est une extension de Donjons et Dragons dans un monde un peu sombre, etc. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Mais par contre, c'est marrant parce que moi, je joue actuellement avec des gens qui sont des auteurs de polar. Henri Lovenbruck qui masterise Cthulhu
Et en fait, il y a énormément d'auteurs de polar qui jouent au jeu de rôle ou qui jouaient au jeu de rôle. Et c'est marrant, ça. On a vraiment ce point commun de raconter des histoires un peu noires, un peu étonnantes, un peu fantastiques. Et ça m'a beaucoup aidé pour écrire, moi. J'improvisais beaucoup mes scènes, comme je t'ai dit au début. Et ben, cette imagination, elle a été possible, je pense, que grâce au jeu de rôle. Intéressant, Mm. hein? Très intéressant. Et tu sais, bon, en parlant, bon, un peu de la musique, pourquoi il y a l'un de tes personnages qui s'appelle Brice Kulick? Ah, Brice Kulick, c'est un petit clin d'œil. Alors c'est marrant que tu me dises ça aussi parce que c'est le guitariste de Kiss dans les années 80 qui s'appelait Bruce Kulick. Ouais. Et tout, alors c'est une révélation que je te fais, tous les personnages du bouquin, tous, c'est une référence au heavy metal. Tous. Tu t'y connais un peu en musique, en heavy metal? Alors, bon, je pense que beaucoup, beaucoup moins de toi hein, que toi, ça Ouais. c'est sûr, hein. Donc, Marion Mastereau, qui est donc une des héroïnes, c'est en fait une chanson de Metallica qui s'appelle Master of Puppets. waouh! Mastereau, et Puppets en français c'est marionnette, marionnette Marion. Voilà. Oui, Et Simon voilà. Verne, je ne vais pas tous les révéler parce qu'il faudra que les gens trouvent. Simon Verne, c'est très compliqué. Son prénom, c'est Gene Simmons, qui est le bassiste et chanteur de Kiss. Donc ça faisait Simon. Et Verne, les trois premières lettres, c'est Steve Vai, un guitariste très connu. Et les trois dernières lettres, RNE, c'est la fin d'Ozzy Osbourne. Waouh! Et le chat de Simon Verne s'appelle Ozzy. Ah, bon, c'est. Mais il y a quand même, il y a un très bon jeu de rôle à la fin du roman, hein, donc autour de la musique hein, que j'ai adoré. Bon, elle était beaucoup plus sophistiquée avec les instruments de musique et les compositeurs connus. Ah oui. Ah, c'était très, très. Ah, franchement, j'ai adoré. Et tu sais ce qui est intéressant, parce que le nom de famille Kulik, ben, en fait, c'est très répandu en Russie, en Ukraine, en Ah bon? Biélorussie. Oui, parce qu'en Ça- fait, il y a des dérivatifs et ça veut dire un oiseau qui habite dans les marais Ah ok. avec un bec un peu long. Ok. Donc, C'est du coup, Kulisk, non? Kulik, Kulik? Kulik, Ah ok. voilà. Et comment tu penses, est-ce que ton livre sera traduit en autre langue? Alors, chez Michel Lafon, ils y croient. Ils m'ont dit en anglais, il faut oublier parce qu'il il y a tellement d'auteurs anglais que c'est pas possible. Enfin, difficile. En Scandinavie, c'est pas possible. Mais par contre, Italie, Espagne et peut-être Europe de l'Est. Voilà. Ils m'en ont parlé. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, ce que va changer le confinement et tout. J'ai aucune idée. Bon, bah Mais par écoute. contre, ils m'ont parlé d'adaptation cinéma ou Netflix. Ouais. Ah, ça Hmm. c'est bien ça. Ah, bah, si ça se fait, c'est bien. Hein. Bon, bah écoute, à suivre. Ah, à suivre, ouais. Et est-ce que tu voulais devenir écrivain avant? Et c'est marrant parce que j'y ai toujours un peu pensé. Et je me suis toujours un peu imaginé que je pourrais vivre de ça et devenir effectivement écrivain. C'était pas dans mes plans, mais dans un coin de ma tête, ouais. Bien, bah écoute, à voir, hein. On verra ce Très que est bon. la suite. Ah oui, très bon début, hein. Merci. Et dis-moi, s'il te plaît, dans toutes les activités que tu as fait, dans lequel tu te sentais le plus à l'aise? Ah, hmm. Bah peut-être ça, hein. Peut-être ça, parce que là je suis en train d'écrire à nouveau et j'éprouve vraiment pas de difficulté pour le faire. Alors, je sais pas si c'est bien, on verra ce que dit l'éditeur, mais je trouve que je suis vraiment bah, à l'aise, comme tu dis. La télé, à la télé, j'étais très très à l'aise. Mais je peux pas dire que c'était une, une activité où qui était facile pour moi parce que les débuts ont été un peu durs. J'avais vraiment le trac au début. Et puis ça a disparu progressivement. Mais au début, c'était quand même un peu compliqué. C'est pas naturel de passer devant des caméras et de parler à des centaines de milliers de personnes. C'est quand même compliqué. Et dis, je sais qu'à un moment, tu as dirigé un hôtel. Tu avais quel âge? C'était dans les années 90, donc j'avais une vingtaine d'années. Ça a duré C'était longtemps? c'était l'hôtel de mes parents. Oui, et ça a duré longtemps? Ça a duré ouais, 6, 7 ans. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a donné, cette expérience? Bah, une certaine maturité parce que je n'ai pas fait d'études très longues.
Je voulais travailler, j'en avais marre que les gens me disent comment faire, non pas que j'ai l'impression de savoir, mais j'avais envie d'essayer, quoi, d'essayer par moi-même. Et j'en avais marre des études où on te parle d'histoire du truc alors que tu veux étudier le truc, tu vois. Euh, donc ça m'a appris à gérer les gens, le management, les relations humaines, le côté professionnel, le côté organisation. Quand tu es à la fac, bah, on te dit ce qu'il faut faire. Tu es quand même dans un cadre scolaire, même si tu es plus libre qu'à l'école, mais tu es quand même dans un cadre scolaire. Quand tu es dans l'entreprise, personne ne te dit il faut faire ça pour demain. Si tu ne le sais pas toi-même, tu es, dans la merde. Donc, m'organiser mon travail, gérer mes priorités, gérer des multitudes de problèmes d'un coup, parce que t'as pas, quand tu fais des études, tu as, un nombre de problèmes assez limité, probablement un ou deux par matière, alors que quand tu es dans une entreprise, tu as plein de trucs et d'un seul coup, il y a une panne d'ascenseur ou un membre du personnel qui est absent et tu dois en plus gérer ça. Donc voilà, alors quand tu as 22, 23 ans, je sais plus exactement quel âge j'avais, 24 ans, c'est beaucoup de responsabilités, c'était pas évident. Et tu étais tout seul ou tes parents Ah ben non, mais aidaient, t'aidaient? mes parents étaient là, mais mes parents parlaient pas anglais, et puis le but c'était que je prenne le relais, quoi. Que je leur apporte ce qu'eux ne savaient pas faire, un autre regard, tu vois. Ils ont été contents de ton travail? Oui, 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 bah, tellement content qu'ils voulaient que je continue et que je reprenne l'hôtel, ce que j'ai pas voulu faire. Et du coup, et pourquoi tu as changé l'activité? J'ai changé parce que ça me plaisait pas assez. Je me voyais pas, financièrement, c'était sans doute très intéressant, et financièrement, c'était sans doute une erreur, hein. Mais je me voyais pas être hôtelier toute ma vie, commencer à une vingtaine d'années et faire ça jusqu'à la retraite, je sais pas, jusqu'à ce que je me voyais pas. Je voulais peut-être me prouver des choses à moi-même, trouver ma propre voie, je sais pas. Et pourquoi tu as choisi la communication? Mais j'ai pas choisi la communication Ah, vraiment, hein. C'est la communication qui m'a un peu rattrapé et le poker mhm, qui est tombé comme mhm. ça. Mais c'est des circonstances, des rencontres, une façon peut-être aussi de provoquer les choses, mais et puis la communication, parce que j'ai une aisance avec ça, c'est plus facile quand on s'exprime correctement, qu'on arrive à écrire. Donc il y avait des affinités, mais j'ai pas vraiment choisi la communication. Et quand le poker est devenu plus qu'un jeu? Très vite, très très vite. En fait, c'est tout de suite devenu une passion. J'y ai joué beaucoup. J'ai essayé de monter des parties tout le temps, ce que j'ai réussi à faire finalement. Et très vite, je me suis dit, là, il y a de l'argent à faire. Là, il y a une industrie qui est en train de se... Il y a quelque chose. Le poker va exploser, c'est une certitude. Je ne veux pas être spectateur de ça. Je veux être acteur de ça. Donc, je trouvais des trucs. J'ai essayé d'éditer des bouquins en France, des bouquins, d'acheter des droits de bouquins américains et de les faire traduire en France. Il y a quelqu'un qui a été plus rapide et plus efficace que moi qui l'a fait avant moi. Donc, ça, j'ai échoué. Du coup, j'ai embrayé en faisant un magazine de poker, enfin en dirigeant un magazine de poker. Et puis tout de suite, j'ai écrit un livre. J'ai essayé de faire un jeu vidéo que j'ai proposé à un éditeur qui a été accepté, mais ça s'est pas fait. Et une sorte de méthode pour apprendre le poker, un truc complètement révolutionnaire. C'était vraiment très très intéressant. Mais bon, c'est peut-être un peu trop cher, je sais pas. Mais voilà, j'essayais par tous les moyens possibles de rentrer dans l'industrie du poker, ce que j'ai réussi à faire par d'autres moyens, mais on peut pas dire que j'ai pas essayé, quoi. J'ai senti le truc, tu vois. Et tu sais, quant à moi, donc le management, la communication, ce sont des métiers où il faut être très actif, il y a beaucoup d'énergie, il faut beaucoup parler. Tandis que quand on joue au poker, c'est tout le contraire. C'est la concentration, le silence, on ne parle pas, on ne bouge pas. Et donc, comment tu expliques ça? Comment ces deux choses se réunissent en toi et d'une façon assez harmonieuse, je pense. C'est gentil. Moi, je suis pas trop comme ça. Je parle beaucoup à une table de poker. J'évite évidemment de donner des informations. Quand il y a un coup très important, je dis rien. Mais pendant les coups, entre les coups, je veux dire, et dans les coups qui n'ont pas d'importance, j'essaie de parler.
D'abord parce que je trouve ça plus agréable que d'être avec mes lunettes de soleil et à pas dire un mot, c'est quand même un peu chiant. Une partie de poker, ça dure forcément des heures. Ah oui, oui. Des heures à ne rien dire, c'est quand même un peu emmerdant. Ah Donc bah moi, oui. j'essaie de parler, et c'est ce que j'explique dans un de mes bouquins de stratégie de poker. On récupère beaucoup d'informations quand on parle aux gens. On voit justement s'ils sont à l'aise ou pas, s'ils sont tendus. Donc ça change déjà pas mal de choses. On apprend de quel univers ils viennent, et puis ils ont tendance à commenter un peu ce qu'ils voient. Donc à donner des conseils. Moi, j'aurais pas fait comme ça, oh, bah, il avait telle main, etc. Et on en apprend beaucoup sur leur façon de penser, d'analyser. Donc je trouve qu'on récupère plus d'informations en parlant qu'en étant complètement mutique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je pense justement, cette volonté de recherche d'informations, elle est importante que quand tu es bon en communication, quand tu as l'expérience en communication. Sinon, comme tu dis, bah, ce sont juste 6, 8 ou 10 bons hommes autour d'une table et il n'y a rien à en tirer, fin de l'histoire. Et si tu grattes un peu, il y a une histoire. Ah bah, écoute, très intéressant. Et dis, donc tu as travaillé pas mal de temps à la télé et souvent on imagine ce monde comme un rêve. Hmm. Et comme tu as été dedans, comment elle est en réalité ce monde? Bah, moi, je suis un peu un peu en dehors du circuit parce que j'ai pas fait d'école de journalisme télé, j'ai pas fait Mhm, carrière dans la télé. C'est d'un seul coup, on m'a proposé ça. mhm, C'est vrai que pour moi, c'était un rêve. On m'a proposé ça, ça a duré 9 ans, alors que c'était juste, je pouvais absolument pas imaginer que ça durerait aussi longtemps. J'ai pris, moi, énormément de plaisir, vraiment. C'était des challenges professionnels, ça m'a apporté personnellement à surmonter ma timidité. Tu vois, j'étais quand même quelqu'un d'assez timide à l'origine, je ne le suis plus. Euh, Ça m'a permis d'avoir de nouvelles relations, de voir un nouvel univers. Mais je ne te dirais pas que je suis un enfant de la télé, un produit de la télé. Et je ne peux pas te dire le milieu de la télé, il est comme ça ou pas comme ça. mhm. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 boîtes de production, c'est tout. Donc c'est très peu. Et je n'ai pas d'expérience sur vraiment le milieu de la télé. J'ai pas bossé sur TF1 ou des choses comme ça, tu vois. Et tu as été à l'aise hein, dans cette activité, dans tout ce que tu faisais à la télé? Ouais, au début, c'était un peu tendu, comme je disais, parce que la première fois, on m'a jeté devant les caméras et on m'a dit, voilà, tu te débrouilles. Comme on jette un bébé à l'eau, tu vois, et tu te dis, maintenant, il faut que tu apprennes à nager. C'était un peu tendu. Je me souviens, la première fois où j'ai fait vraiment une grosse émission, c'est exactement ce qui s'est passé. Mhm. Ils ont viré l'animatrice. Le producteur m'a donné ses textes. Il m'a dit, voilà, tu les lis, puis c'est à toi. Et il m'a foutu devant les caméras. Et là, il y a toute l'équipe de tournage qui me regarde et qui se dit, il n'y arrivera pas. Je le vois dans leurs yeux, je vois qu'ils sont comme ça, ils sont sceptiques, ils se disent, mais pourquoi il n'y Oh arrivera pas? là là. Ça met en confiance, hein, tu vois. Et puis, tu as Ah tous ouais. les candidats, c'est une télé-réalité, donc les candidats, tu dois être supérieur à eux, tu dois être autoritaire. Et si je me dis, si je me loupe, je passe pour un con auprès d'eux, c'est fini, c'est terrible. Et puis, je fais ma prise, et j'entends dans l'oreillette, il me dit, c'est bon. Et je Wow. dis, mais on en fait une deuxième. Il me dit, non, c'est bon, c'est bon. Mais non, mais je peux faire mieux. Je vais essayer, laissez-moi la refaire. Non, non, c'est bon, Alexis. Allez hop, on passe scène suivante. Ok. Et en fait, ça s'est fait comme ça de tout le temps, naturellement, où tout s'est bien passé. Et puis voilà, ça a duré 9 ans. Il y a il y a des moments quand tu as eu tes genoux trembler pendant le tournage. Euh, je sais pas si mes genoux tremblaient, mais non, mon cœur devait battre un peu plus fort, ouais, je pense. Ouais. Et c'est qui t'aidait de t'apprendre, de rentrer dans ce métier? Il y avait un gars qui s'appelait Philippe, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Philippe Chéreau, qui m'a donné des conseils, dont certains étaient très bons. C'est un gars qui commentait du catch et de la NASCAR, tu sais, des courses automobiles, qui était chef de projet là, et à qui j'avais demandé des conseils avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas mon milieu, et qui me parlait du débit, etc., du débit de mes phrases. Et assez vite, il m'a dit, bon, t'as plus besoin de conseils, enfin, c'est rien de prétentieux, mais t'as plus besoin de conseils, tu te débrouilles très bien, c'est parfait, quoi. Et on a travaillé ensemble pendant des années. Ah bah bien. Mm. Et dis, pendant l'émission La Maison de Bluff, est-ce que tu as beaucoup improvisé ou il y avait quand même pas mal de scénarios? Les premières années, tout était écrit. Mhm. Et les années suivantes, j'improvisais complètement.
Les 2 premières années, je pense, à peu près, tout était assez écrit. Et moi-même, j'avais besoin pour me sentir bien d'apprendre mes textes par cœur. Alors, c'était pas forcément les textes qui étaient écrits, je réécrivais avec mes propres mots, mais je savais vraiment précisément ce que j'allais dire et je répétais dans ma tête. Les dernières années, j'en avais rien à foutre, hein. On me disait, Alexis, c'est à toi dans 30 secondes. Ok, je savais même pas ce que j'allais dire. Je savais ce que je devais dire, mais je savais pas du tout. J'arrivais, bah, tac, 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 tac. Si c'était pas bon, je fais, bon, on la refait, j'ai un peu accroché sur tel mot. Et puis, et ils étaient d'accord en régie, parce qu'on a une oreillette, hein, enfin, j'avais une oreillette. Mhm. Mais la plupart du temps, ça passait, et hop, fin de tournage, scène suivante, quoi. Mais ça, c'est l'expérience aussi, hein. C'est pas c'est du travail aussi, hein. Ah bah, bien. Mm. Écoute, et pourquoi ça s'est terminé? Ça s'est terminé parce que c'était sponsorisé par un site de poker qui s'appelle PokerStars et qui a arrêté d'avoir des bureaux à Paris. Donc, ils pilotent tout maintenant depuis Malte. Il n'y a plus d'équipe en France. Donc, forcément, gérer une émission aussi ambitieuse, c'est un gros budget quand même. Alors qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper, c'est très compliqué. Et est-ce que après cette période, tu t'es posé des questions sur l'avenir, quoi faire, dans quoi continuer? Bien sûr. Bien sûr, il y a eu un gros vide. Moi, j'avais fait ça, j'étais directeur de la communication de PokerStars pendant 7 ans. Mhm. D'un seul coup, ça s'arrête, même si ça s'arrête pour de bonnes raisons, entre guillemets. C'est pas moi qui me suis fait virer parce que j'étais mauvais. Tu te remets quand même en question, tu te demandes un peu ce que tu vas faire. Je voulais quitter le milieu du poker pour ne rien te cacher, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et ce qui m'y a ramené, c'est que je me suis dit, je connais quand même tout le monde me connaît, j'ai un savoir-faire. Est-ce que je mets ça à la poubelle? J'ai trouvé ça un peu dommage. Et puis en fait, le poker m'a rattrapé une deuxième fois avec cette opportunité de devenir directeur général d'un établissement de jeu live à Paris. Donc j'ai saisi l'opportunité et du coup, je suis resté dans le poker. Et dans ton travail actuel, comment tu prends des décisions? Ah, ça c'est une grande question. Bah, ça dépend des décisions. Il y a beaucoup de contraintes, contraintes humaines, contraintes juridiques. On est extrêmement encadré, hein. Oui. C'est une activité qui est suivie de près par les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et puis, contraintes marketing, contraintes de communication. On ne doit pas communiquer auprès des mineurs, évidemment. Donc, il y a plein de paramètres. Ça dépend des décisions. Et si il s'agit de décisions très importantes ou c'est juste toi qui dois les prendre? Non, en général, j'essaie quand même de demander l'avis des gens. Ouais. J'essaie d'avoir un avis un peu. J'essaie de recueillir des conseils. Mm. Et quel est ton style de gestion, de management? Je pense que je suis quelqu'un avec qui il est assez facile de travailler. Mhm. Je dis les choses. Alors, je suis assez exigeant, mais par contre, les gens le savent. Et je suis pas à des spots. J'écoute beaucoup les gens. Euh, peut- ouais, je pense que c'est quand même, c'est pas désagréable de travailler avec moi. Comment tu formes ton équipe? Bah, moi, en l'occurrence, l'équipe, elle était déjà là, hein. Mhm. L'équipe était déjà là. L'établissement existait déjà quand je suis arrivé. D'accord. Donc, c'était plus la question, c'est plutôt comment je m'intègre à l'équipe et comment je tiens compte des gens, tu vois. Oui. Et Ça, comment tu c'est difficile parce que tu vas dire à des gens comment il faut faire, Mhm. alors qu'ils le savent mieux que toi. Tu vois? Donc, l'idée, c'est pour ça, c'est justement de les écouter, de leur dire, Mhm. voilà, je sais que vous faites comme ça. Est-ce qu'on peut faire mieux? Si oui, comment? Et j'ai mis en place un certain nombre de choses où ils me disaient, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que ça ne marchait pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça a été mis en place de cette façon-là. Alors, il y avait des raisons, mais elles n'étaient pas forcément bonnes. Donc, on va essayer de faire des choses différentes. Donc, des fois, c'est des petits ajustements, et des fois, c'est des changements beaucoup plus profonds. Mais encore une fois, c'est consensuel, c'est pas arbitraire. Et tu t'organises comment? Bah, je travaille beaucoup parce que c'est un établissement qui est ouvert 7 jours sur 7, 364 jours par an, avec une amplitude horaire très large. Donc, évidemment, il faut faire beaucoup d'heures. Moi, je n'ai pas tenu d'être là tout le temps, mais je travaille en général 6 jours sur 7, euh, et je reste entre 8 et 12 heures, quoi, sur place. Les clients s'attendent à me voir.
Ils sont contents que je sois là, ils sont contents que je vienne leur parler, leur serrer la main à l'époque où on serrait la main aux gens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me connaissaient de la télé, donc ils sont contents de me voir en vrai et puis de pouvoir discuter avec moi. Et souvent, tu as des horaires décalés? J'ai des horaires décalés, oui. J'ai des horaires décalés puisque ça ouvre que l'après-midi. Ça ouvre à 17h et ça ferme à 5h du matin. Ça me permet de circuler dans Paris sans embouteillage, c'est pas mal. Hmm. Et écoute, dans ton travail, tu as beaucoup voyagé. Et comment ce travail intense a été vécu par toi, par ta famille? Euh, Pas toujours très bien parce que les tournages, c'est surtout les tournages de la Maison du Bluff qui déroulaient entre 1 et 2 mois à l'étranger. Et c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Donc je faisais venir ma femme et mon fils à l'époque sur les tournages quand c'était très long. J'ai fait un tournage en Espagne qui durait 2 mois. Donc je les ai fait venir 2 fois. Et puis les autres duraient 5 semaines. Donc j'ai essayé de les faire venir. Mais quand tu es sur un tournage, t'es là pour le travail. Donc le fait d'avoir ma femme, c'est compliqué. J'avais un peu l'impression de l'avoir dans les pattes et voilà, j'étais concentré sur mon truc et c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil. Donc c'est pas facile. Et les 2 dernières années, je crois, les 2 dernières années, elle n'est pas venue. Du coup, bah, c'est une absence d'1 mois quoi. Donc elle doit gérer. En plus, on déménageait, on venait d'avoir ma fille. Enfin bon, c'est beaucoup de choses qui sont faites sans moi. Et avoir un planning si intense, tu te reposes comment pour retrouver les forces? À la Maison du Bluff? Non, en général. Ah, bah moi je suis pas trop vacances, ça me saoule vite les vacances, moi. J'aime bien faire des trucs, tu vois. J'aime bien avoir une activité, donc ça me pose pas trop de problèmes. Et dis-moi, s'il te plaît, quand tu as été heureux le plus? Hmm. Bah, il y a pas si longtemps, je pense. Quand les émissions de poker ont commencé, quand les émissions ont commencé, il y avait une sorte de frémissement, que j'avais mon fils, et tous ces événements-là, professionnels, personnels, et tout se passait bien. Je pense que c'était vraiment des moments très très heureux. Et sinon, j'espère que les meilleurs moments restent à venir. Et qu'est-ce qui te fait plaisir? Il y a beaucoup de choses qui me font plaisir. Je suis quelqu'un de très simple à contenter. Je me lasse vite, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et ouais, je suis anxieux. Je suis quelqu'un d'anxieux, mais d'optimiste. Je vois toujours le bon côté des choses. Bien. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais que ton livre soit lu par une personne particulière? Non, je vois personne en particulier comme ça. Bah, il y a plein de noms, mais je veux dire pas plus un qu'un autre. Non, non. Par des gens qui n'aiment pas lire et qui se disent j'ai bien fait, j'ai pas perdu mon temps, il avait raison. Bon, bah écoute, on va espérer que ces gens-là vont absolument lire ton livre. On va espérer, ouais. Merci beaucoup et merci pour cette interview. Merci à toi, salut à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être Merci avec beaucoup. nous. Hmm. Abonnez-vous à la chaîne Insaga Interview France. Commentez, mettez des likes. N'oubliez pas de mettre une cloche pour être au courant qui sera ici la prochaine fois. Et je vous assure, ça va être très, très intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt.